On a vu que suite à ces essais cliniques avec de faux extracteurs, le médecin John Haygarth a vu ses hypothèses confirmées. La matière des extracteurs n'avait aucune influence sur le ressenti des patients. L'explication de leur créateur, Elisha Perkins, ne permettent pas d'expliquer leurs effets. Haygarth proposa donc une autre explication à leur efficacité trompeuse. Il rapporte le cas d'une patiente qui avait l'articulation de l'épaule bloquée. Après avoir utilisé les extracteurs sur celle-ci, elle déclara que son état s'était amélioré. Elle semblait en effet avoir retrouvé sa liberté de mouvement. Mais en l'observant minutieusement, il s'aperçut qu'en réalité l'articulation était toujours bloquée, mais que la patiente compensait ce blocage en mobilisant plus l'omoplate et la clavicule. Comme on peut le voir sur cette animation qui a été très compliquée à faire. Il proposa que si un médecin arrivait à persuader un patient que le traitement serait efficace, alors cette suggestion pouvait améliorer l'état du patient, ou au moins lui faire croire qu'il y a eu une amélioration grâce au traitement proposé. Ces effets seraient donc produits par la simple imagination. Suite à ces expériences, Haygarth publia en 1800 Of the Imagination as a Cause and as a Cure of Disorders of the Body, livre dans lequel il soutenait que les extracteurs de Perkins étaient du charlatanisme, mais plus important, que l'amélioration ressentie des patients avait une origine psychologique et non physiologique. Selon Haygarth, l'amélioration ressentie était causée par le contexte d'utilisation des extracteurs. C'est leur confiance, leur réputation, leur croyance qui les avait influencés. Ces événements s'inscrivent dans la longue histoire de l'étude des effets contextuels et placebo. Bon, revenons à notre époque. Il y a quelques jours, j'étais stressé, j'avais mal au dos, j'étais fatigué. Après avoir vu une naturopathe et un acupuncteur et pris le traitement conseillé, je me suis senti mieux. Et si on remontait le temps pour savoir comment tout ça s'était déroulé exactement ? J'ai pris le mélange de plantes qu'elle m'avait conseillé, et je sentais rapidement que ça m'avait fait du bien, parce que la naturopathe m'a clairement affirmé que ce qu'elle me donnait était parfaitement indiqué pour ce que j'avais et que ça fonctionnait très bien. Et ça marche super bien. Elle avait l'air sûre d'elle. J'ai aussi fait plus de pauses en travaillant et plus d'activité physique. Est-ce que ça aurait pu influencer le résultat ? En sortant de la séance d'acupuncture, je me sentais un peu mieux. Mais pourquoi ? Je me rappelle qu'il a bien pris le temps de m'écouter. L'entretien a duré plus d'1h30. Il m'a demandé beaucoup de détails, m'écoutait avec empathie. Sa bienveillance m'a fait du bien, je me sentais écouté et pris en charge. Je suis resté allongé pendant au moins 30 minutes à me reposer. Donc mon stress a diminué. Est-ce que son attitude, son écoute et le fait que je me sois allongé m'ont déjà fait du bien à eux seuls ? Pourquoi je suis allé les voir eux ? Des amis en qui j'ai confiance m'ont recommandé d'avoir recours à cette thérapie parce que ça leur a fait du bien. Et du coup, je suis beaucoup moins stressée. En regardant sur leur site, j'ai pu constater qu'ils avaient quelques années d'expérience, des diplômes et beaucoup de commentaires positifs de clients. Et j'ai pu, avant même de les rencontrer, les trouver légitimes. Et pourquoi je suis allé les voir à ce moment-là ? Avant, mes symptômes étaient supportables, mais je suis arrivé à un stade au-delà duquel c'était plus tenable. Ici, on peut supposer que beaucoup d'éléments ont participé au fait que je me sente mieux, indépendamment des soins que j'ai reçus. Le repos, la prise en charge, la confiance, l'attitude des thérapeutes, le temps qui passe. On remarque que ce sont des éléments liés au contexte, et pas à l'endroit où sera plantée une aiguille, ni à la plante que je vais prendre. Et le placebo là-dedans. Dans cet épisode, nous allons décortiquer ce concept, essayer de comprendre ce qu'il signifie, ce qu'il implique, quelles questions éthiques il soulève, et peut-être déconstruire quelques idées reçues. D'abord, quand on parle d'effet placebo, on parle de quoi ? Alors, c'est compliqué sur les termes, parce qu'il y en a plusieurs. Le placebo lui-même, le mot, il vient d'un mot du 114e psaume de la Bible, version latine. Placebo, ça veut dire « je plairai ». La notion de placebo, l'idée qu'il y a du symbole qui peut s'exercer. Un arabe libanais là, qui a eu une intuition absolument incroyable au 9e siècle, qui s'appelait Gusta ibn Luka. Personne n'en parle jamais de ce type, et il a 500 ans d'avance sur tout le monde. Donc le placebo, c'est l'objet qu'on administre. Ce qu'on appelle des placebos purs, c'est qu'on sait qu'on n'administre rien. Tu peux administrer, je sais pas, de l'eau, par exemple. Un placebo impur, c'est quand on administre une molécule qui est reconnue pour avoir une efficacité sur un mécanisme, mais qu'on sait qu'elle n'en aura pas sur un autre. Typiquement, la vitamine C, on sait ce que ça fait dans le cadre du scorbut, et c'est efficace. Par contre, quand on te donne de la vitamine C pour réduire un état de fatigue, il n'y a aucun mécanisme expliquant que la vitamine C ait une influence quelconque sur ton état de fatigue. Donc c'est un placebo impur. La réponse au placebo, c'est l'amélioration du symptôme quand on t'a administré un placebo. Et l'effet placebo, il y a deux façons de le voir. Soit c'est la taille de l'effet quand on a administré un placebo par rapport au groupe contrôle, justement. Tu vois, quand tu attribues un médicament à un groupe de gens ou le placebo à un groupe de gens, eh ben, tu vas obtenir des résultats thérapeutiques qui vont être comme ça. C'est-à-dire que les gens qui prennent l'effet placebo, qui prennent le médicament placebo, obtiennent des effets contextuels non négligeables, tu vois. Et ça permet, en soustrayant cette partie à celle-ci, de savoir l'effet propre du médoc. Ça, c'est l'effet propre ou effet spécifique. Ça, c'est l'efficacité globale. Et ça, c'est les effets contextuels ou placebo. Mais il y en a aussi beaucoup qui considèrent derrière le mot effet placebo les mécanismes, justement, qui se sont mis en place. Ce qui fait qu'on met en place des mécanismes placebo, il y a
le thérapeute, le patient, le contexte ou le traitement et les interactions entre tout ça. Et qui vont créer un effet réel chez les gens, mais sur la base de stimulations qui sont de l'ordre du symbole. C'est-à-dire que parce que les gens y donnent du crédit, alors leur cerveau, mon cerveau, ton cerveau, va générer tout un cocktail de choses qui va lui permettre de mieux vivre, ou parfois même moins bien vivre encore, les effets de la thérapie qu'il suit. Par exemple, la relation soignant-soigné, selon comment on la soigne, justement, et ben du coup, on va potentialiser la réponse au placebo ou pas. Le type de traitement va avoir une influence sur l'effet placebo. Quand on t'administre un traitement placebo, par exemple, en te l'injectant, ben c'est plus efficace que si on te le donne par cachet. Si on résume, placebo, ça peut désigner plusieurs choses. Soit un objet administré, qu'il soit pur ou impur, soit la réponse au placebo, qui est l'amélioration du symptôme, ou encore l'effet placebo, la différence entre le groupe contrôle et le groupe placebo, ou alors les mécanismes mis en œuvre dans le cerveau. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, dans certaines études, on voit une amélioration du groupe contrôle même lorsqu'il n'y a aucune intervention. Comment expliquer ça ? Quand c'est un groupe contrôle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de placebo qui est administré, les explications les plus probables, en fait, c'est l'évolution spontanée de la pathologie. Rien que le temps qui passe quand tu prends une petite pathologie, les choses s'arrangent, si tu veux. Alors théoriquement, ça s'arrange pour les deux groupes. Quand tu as une maladie chronique et que ça oscille autour d'une position moyenne, tu as hyper mal au dos tout le temps, tu as une lombalgie chronique, tu commences à te plaindre, tu te plains, puis généralement tes proches, t'as super mal, tes proches ils disent bon allez ça suffit, maintenant tu vas te soigner, tu prends rendez-vous, donc tu prends rendez-vous chez le médecin, qui après te prescrit un kiné. Le temps d'avoir le rendez-vous correct pour le soin, eh ben t'es reparti vers la position moyenne, puisque tu fais qu'osciller. And the extreme value, if we measure it again, is likely to be towards the mean. En fait, des fois t'arrives même chez le kiné, t'as déjà plus mal. Ou tu vas chez le médecin puis tu tousses plus. Mais en fait, c'est parce que tu régresses vers la moyenne. Et ça, tu es obligé de le prendre en compte. Que quand c'est une pathologie chronique, eh ben, on régresse forcément vers la moyenne. Ça fait pas longtemps, on a cru que les effets placebo étaient très gros, parce que dedans, on y mettait l'évolution spontanée des maladies, on y mettait la régression à la moyenne. Mais alors, quel mécanisme se cache derrière cet effet placebo ? On aurait tendance à concevoir l'effet placebo comme un effet qui se produit parce qu'on croit que ça va marcher. Donc ça marche. La question que tu poses, c'est est-ce qu'il y a besoin d'y croire pour que ça marche ? En fait, non. D'ailleurs, quand on t'administre un placebo ouvert, c'est-à-dire on te dit je te donne un placebo, eh ben ça marche. Grosso modo, il y a quelques grands mécanismes sur lesquels on est à peu près sûr. Sur le plan psychobiologique, il y a deux grands mécanismes. Le premier, c'est le conditionnement. En 1889, le médecin russe Ivan Pavlov réalisa des expériences pionnières en psychologie dans la compréhension des mécanismes de l'apprentissage. Il nota que donner de la nourriture à des chiens les faisait saliver systématiquement. De manière répétée, il va faire un autre stimulus au chien avant de donner de la nourriture, comme le bruit d'un sifflet ou d'un métronome. Au bout d'un certain nombre de répétitions, le simple fait de siffler ou de démarrer un métronome suffit à faire saliver un chien automatiquement. Pavlov a donc créé un réflexe conditionné chez le chien. And we are all conditioned to react in certain ways since childhood. Ma grand-mère, quand j'étais petit, elle me mettait de l'essence algérienne. C'est une espèce de truc très camphré, qui sent très fort. Elle mettait ça sur un mouchoir. Cette odeur, quand je la sens, je sais que je suis dans le soin, tu vois. Et donc, des fois, quand je sens que le rhume arrive et tout, je m'en mets, tu vois, comme ça. Je suis dans un mode soin, tu vois. Tu donnes un traitement placebo avec un traitement antidouleur efficace. Du coup, sa douleur va s'améliorer. Et son cerveau va associer le fait d'avoir donné le placebo et le fait d'avoir sa douleur qui s'améliore. Du coup, la fois d'après, quand tu donnes que le placebo, tu amélioreras son symptôme. Donc ça, c'est le fait de conditionner quelqu'un. Et après, il y a ce qu'on appelle les effets attendus. If we do something, we expect a result. If we take a homeopathic remedy, we expect to have a result. Du coup, ça va aussi réveiller des mécanismes placebo. And that expectation is also transferable to and from the person who treats, because the homeopath also expects you to get better, and that is an interaction which gets actually quite complicated in the end. It's expectation and condition that determines placebo effects. Dans expectation, il y a aussi un peu la notion de croyance, tu vois. Et donc c'est pas tout à fait l'attente, la croyance. Donc si tu veux, le terme anglais est meilleur, je trouve. En fait, le placebo, c'est le paradoxe, c'est il y en a dans les traitements conventionnels aussi. Je sais pas, un médecin, quand il vous donne un antibiotique alors qu'une infection virale, en fait, c'est un placebo. On sait que ça n'aura pas d'efficacité. Pour autant, les gens considèrent pas ça comme une médecine alternative. Donc c'est pas simple.
cette dichotomie-là. Et tout le monde est sensible au placebo, en fait. Après, la question, c'est que la taille de l'effet, donc la réponse au placebo, va être plus ou moins grande. Et puis après, tu as vraiment le mécanisme neurobiologique sur quel mécanisme on est capable de jouer, en fonction de ce que je t'ai dit, là, les attentes, le conditionnement, etc., qui permettent d'expliquer qu'on améliore. La douleur, ça c'est connu depuis très longtemps. L'anxiété, il y a tout ce qui va être fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, il y a la réponse immunitaire, il y a même ce qu'on appelle les cycles dopaminergiques, donc dans le cas de la maladie de Parkinson par exemple, on est capable d'avoir une amélioration des symptômes physiques avec l'administration de placebo. Donc c'est assez large en fait, ce sur quoi on est capable d'agir. Ce qui est avant, de manière certaine, c'est le conditionnement. L'attente, il n'y a pas forcément besoin que ce soit avant. C'est-à-dire que tu peux avoir mis en place tout un contexte qui fait que même inconsciemment, tu vas t'attendre à avoir quelque chose d'efficace. Et c'est une attente qui n'est pas forcément construite. Tu vois. T'as pas été, on t'a pas suggéré que, mais en fait, tout ton bagage culturel, d'éducation, etc., te fait dire que si lui te donne quelque chose, ça devrait marcher. Le bisou magique, c'est un placebo parfait quand même. Parmi les pures stimulations symboliques, eh ben, ça te donne un petit millefeuille qui est pas très gros, mais qui est quand même suffisamment conséquent pour avoir des effets sur la prise en charge des gens, parce qu'ils vivent mieux leur situation, ils vivent vraiment mieux leur situation. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que le placebo, c'est pas dans la tête, c'est physiologique. Des médecins se sont demandé s'il était possible d'évaluer l'importance de chaque composante de ces effets contextuels. Pour ça, ils ont réuni des patients souffrant du syndrome du côlon irritable, une maladie digestive dont les facteurs psychologiques peuvent intensifier les symptômes. Ils ont réparti les 262 patients au hasard en 3 groupes. Dans le premier, les patients vont simplement attendre afin de mesurer l'évolution naturelle des symptômes. Dans le deuxième, les patients vont recevoir une fausse acupuncture avec des aiguilles rétractables et un minimum d'interaction entre le médecin et le patient. Enfin, dans le troisième groupe, le même type d'acupuncture sera réalisé, mais le médecin fera preuve d'une écoute active et empathique avec une attitude chaleureuse et amicale. Au bout de 6 semaines, on voit clairement que le troisième groupe a le meilleur taux d'amélioration globale. Les résultats les plus impressionnants concernent la qualité de vie et la sévérité des symptômes. Cette étude nous offre des pistes pour estimer l'importance de chaque composante des effets contextuels et placebo. La bonne relation thérapeutique, et plus particulièrement la chaleur, l'empathie, la durée de l'interaction et la communication d'attente positive, sont suggérées comme pouvant affecter de manière significative les résultats. Quand on était au salon des médecines douces, une affirmation est revenue souvent. Et en fonction de ce qu'on entend par effet placebo, elle semble compréhensible. Et quand souvent on nous parle de problèmes, d'effets placebo, je suis pas vraiment d'accord, puisque ça fonctionne sur les animaux et ça fonctionne sur les bébés. Donc l'effet placebo, j'y crois pas trop. Mais en considérant les éléments précédents, est-ce que c'est un bon argument de dire que puisque les animaux et les bébés semblent sensibles à une thérapie, elle ne peut donc pas être seulement placebo ou sans efficacité propre ? La remarque de tout à l'heure, les enfants, ils peuvent pas être sensibles. Bah si, en fait, même les animaux. On voit qu'on est capable de le faire avec des conditionnements qui, des fois, sont même inconscients. En fait, tu peux conditionner un animal, c'est comme ça qu'avait fait Pavlov au début. Hein. Les animaux, c'est des éponges émotionnelles, souvent. Donc, en fait, ils sont très sensibles à comment se sentent les gens autour. Et je me rappelle un jour, je crois que c'était il y a une quinzaine d'années, je faisais une conf publique, et je parlais de ça, et il y a un type qui s'est levé, et dit « Moi, je suis éleveur de chevaux ». Il a dit, moi, je donnais de l'homéopathie à mes chevaux. Et un jour, j'avais plus d'homéopathie. Alors, je me suis dit, je vais faire pareil que ce qu'il disait. C'est-à-dire, en général, j'allais le voir tous les 3 heures ou tous les 4 heures parce qu'il avait des coliques, je sais plus ce qu'il avait son cheval. Et il dit, finalement, j'ai fait la même chose. Je suis allé exactement dans les mêmes laps de temps, mais comme j'avais plus de granules, j'apportais un bout de pain, j'apportais une carotte et tout. J'ai eu exactement les mêmes résultats. Et je me suis rendu compte que c'était le fait que je venais le voir avec des petites mignardises et des petits trucs à grignoter, qui avait eu la majorité de l'effet, et que peut-être je m'étais convaincu de l'effet qu'il allait mieux. Et le gars, il m'a stupéfait. C'est pas le cheval qui vient à la fin et qui dit, sur une échelle de 0 à 10, je suis passé de 3 à 8 et je suis très content. C'est pas lui, c'est toi avec tes yeux et avec tes propres attentes qui doit évaluer ça. Et on sait que si tu sais le résultat que t'attends et que t'as foi dedans, t'auras tendance à le voir même s'il est pas là. C'est aussi pour ça qu'on a inventé les systèmes de double aveugle. Et en plus, souvent, le symptôme, il est assez flou. Je voyais là, dans une des trucs, il y avait, sur les élixirs floraux, soigner l'anxiété du chat. Moi, je pense il y a un chat chez moi. Enfin, j'habite chez un chat. Si je devais noter son anxiété, franchement, savoir si elle s'est améliorée ou pas, ils s'en foutent complètement. Même chez les poissons rouges, on peut générer des effets contextuels. Mais c'est logique. Plus les espèces sont, je dirais, proches de nous cérébralement, plus elles sont sensibles aux attentions, t'as des effets. Ça, c'est clair.
Le contexte, c'est quelque chose de très large et un bébé est hyper sensible à l'environnement. C'est-à-dire qu'il est très sensible au stress de ses parents. Placebo effect by proxy, it is called. The mother feels that the child ought to get better. The mother is less nervous. That transmits to the child. It's well studied. Et donc, quand tu as administré un placebo à ton enfant, bah toi, tu vas déjà mieux. Donc lui, il va déjà mieux, tu vois. Et nous, en soins, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais il y a pas mal de traitements où en fait, ils servent qu'à rassurer les parents pour que les enfants aillent mieux, tu vois. Dans le cadre de la bronchiolite, en fait, on n'a pas un effet physiologique démesuré, sauf que les gens arrivent paniqués, tout le monde pleure, et puis en fait, juste le fait de le prendre en charge, tout le monde se dit bon bah c'est bon, il est pris en charge. Puis tout le monde se détend, puis vu qu'il se détend, il respire mieux, puis qu'il respire mieux, il mange mieux. Tu vois, ça revient un peu aux questions de départ. La HAS répond à la question est-ce que c'est efficace. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça rend un service à la population. Tu vois. C'est ça. Et peut-être que oui. Voilà. Et peut-être qu'on évite des hospitalisations. Et après, c'est une vraie question, et moi je veux bien qu'on la pose, hein, c'est est-ce que le coût que ça a mérite ce que ça apporte. Mais dire ça sert à rien, en fait, c'est faux. Ça a un effet. Voilà. Même s'il ne s'agit que de placebo, beaucoup de patients sont très satisfaits de certaines thérapies, sans efficacité propre. Alors pourquoi ne pas promouvoir leur utilisation ? On peut s'interroger sur les liens entre satisfaction et efficacité. Êtes-vous asthmatique ? Une personne asthmatique souffre d'une inflammation des bronches dans les poumons. Cette inflammation réduit le diamètre des bronches, provoquant des difficultés respiratoires. C'est une maladie principalement organique pour laquelle on peut mesurer assez facilement les capacités respiratoires du patient. Voulant comparer plus précisément la satisfaction et la mesure objective entre un médicament et un placebo, une équipe de médecins ont sélectionné 39 patients asthmatiques et ont suivi un protocole particulier. Chaque patient était vu 4 fois, dans un intervalle de quelques jours, et on lui administrait au hasard un inhalateur avec un médicament habituel contre l'asthme, un placebo avec un inhalateur inerte, une fausse acupuncture et aucun traitement. Cette procédure était répétée 3 fois. Ainsi, les chercheurs ont pu mesurer indépendamment la satisfaction subjective et les capacités respiratoires des patients. L'utilisation du médicament améliorait les capacités respiratoires de 20%, pour les autres techniques de seulement 7%. En revanche, concernant le ressenti des patients, les résultats sont très différents. Pour chaque technique, l'amélioration a été d'environ 50%, sauf pour le groupe qui n'a eu aucun traitement. Mais pour ce dernier, on observe quand même une amélioration de 21%. On voit clairement l'importance des effets contextuels et placebo sur le ressenti subjectif. Et finalement, est-ce que la satisfaction signifie l'efficacité d'un traitement ? Non, la satisfaction d'un traitement n'est pas gage de l'efficacité du traitement. Maintenant, la question, qu'est-ce qui compte ? Que le patient soit content ou que le patient soit guéri ? C'est compliqué. Si tu veux garder tes patients quand tu es thérapeute, il vaut mieux qu'ils soient contents. Ça aussi, il faut mieux qu'ils guérissent aussi parce que s'ils meurent, il vient plus non plus. Donc, mais pour des trucs simples, on aime bien qu'ils soient contents. Donc des fois, on va pas lui déplaire. Et donc s'il réclame, par exemple, un médoc alors qu'on sait que c'est pas le médoc qu'il faudrait, ou tu vois, quand t'as un générique fabriqué quasiment à prix coûtant, et puis que l'autre réclame la formule de Pfizer ou de Sanofi Synthé-Labo, tu dis mais monsieur, madame, c'est la même chose. Non mais moi je sais que... Bon, tu vois que si tu lui donnes celui qu'il aime pas, tu crées un effet nocebo. Et donc je comprends, moi, en tant que thérapeute, que tu dis, bon, bah allez. Moi, je suis très content de pas être un thérapeute, je te le dis tout de suite, hein. C'est cool, moi j'ai juste à faire des expertises. Ma matière, c'est pas les patients, quoi. Et je comprends que par facilité, quand t'as des gens en plus qui viennent des fois avec des trucs super flous et que t'arrives pas à les contenter, quand tu vois que des gens peuvent se satisfaire d'explications causales comme le Wi-Fi, tu vois, l'électrosensibilité, alors que quand tu les testes ensuite en double aveugle et que tu leur dis pas si le truc est allumé ou pas, ils sont pas en mesure de le détecter, donc tu comprends que c'est pas ça le problème. Mais quand la personne ne sait pas nommer son problème, tu sais pas non plus nommer son problème, qu'elle a un problème général dans sa vie, tu essaies de trouver des trucs qui la satisfont rapidement. Tu vois, l'enjeu, il est pas que scientifique, là, il est humain. Donc je comprends qu'on puisse utiliser des stratagèmes. Mais non, c'est parce qu'on est satisfait d'un soin qu'il est forcément bon et qu'à plus forte raison, il faut le recommander. J'ai un pote, je dirais pas son nom, mais il passe dans le documentaire, je crois. Il dit que l'essentiel de sa pratique de thérapie, il a l'impression que des fois, c'est servir le café à ses patients. C'est vrai qu'en posant le temps de poser le café, de discuter, ah, vous allez bien, machin, et Madame Michu, ça va, et tu vois. Et en individualisant la personne qui souvent vit une vie isolée, et beaucoup de gens vivent de manière isolée. L'effet thérapeutique majeur, il est là, plus que dans
le petit étirement. Je trouve qu'on peut pomper des leçons aux thérapies alternatives là-dessus. On lit parfois que le placebo est la manifestation du pouvoir de notre esprit sur le corps, allant parfois jusqu'à permettre la guérison. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le placebo guérit? Il y a plusieurs approches possibles pour la santé. Quand on parle de guérison, c'est qu'on a déjà une maladie. Et donc la maladie, c'est un classement, ce qu'on appelle un classement nosologique. C'est-à-dire, on a des éléments concordants qui répondent à une catégorie qu'on va appeler cancer, par exemple. Donc, ce classement, il n'a pas de fondement autre que un corps social qui se met d'accord pour appeler ça un chat, tu vois. Et donc, il y a des maladies qui se créent, il y a des maladies qui meurent. Donc, il y a des maladies qui sont étonnantes dans l'histoire des maladies. Je sais pas, la drapétomanie, par exemple. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. À une époque, en fait, on avait classé ça comme maladie. C'était le désir irrépressible de liberté qu'avaient les esclaves. Pendant longtemps, l'homosexualité, ça a été catégorisé comme étant une maladie. Donc en fait, tu vois, il y a un point de vue social sur cette catégorisation. Et donc quand on dit « il guérit », c'est qu'en fait, on avait rentré quelqu'un dans cette catégorie et il en sort. Cette guérison dépend beaucoup des critères que tu avais mis pour le classer. La majorité quand même des classements nosologiques sont liés à des maladies plutôt physiques. Le placebo a peu d'accroche sur cette guérison. Si je le dis un peu simplement, tu te casses un os, ça va pas accélérer le processus de cicatrisation de l'os que de prendre un placebo, quoi. Tu vois. Donc c'est compliqué de dire est-ce que ça guérit. Ça guérit pas les maladies au sens de ce qu'on en a fait. Par contre, ça change les symptômes associés pendant cette période-là. Et donc, on a une problématique avec toutes les maladies qui sont pas nosologiques, qui sont des troubles fonctionnels. Syndrome du côlon irritable, tu vois, une espèce de catégorie. Et là, quand tu administres des placebos, en fait, tu as des espèces de guérisons, puisque les signes que tu avais pris étaient presque tous des signes fonctionnels, qui du coup peuvent s'améliorer avec l'administration de placebo. Donc tu sors de la catégorie. Et du coup, quand on dit est-ce que ça guérit, ça dépend quoi et comment on avait fait la catégorie maladie pour dire que t'en es guéri. Imagine que tu crées une maladie qui est j'ai mal. Ouais. En fait, oui, tu seras guéri avec l'administration d'un placebo. Mais pour autant, t'auras pas changé grand-chose sur le plan de tes tissus, quoi. On guérit pas d'un cancer avec un placebo. Sauf si, comme Bruce, c'est l'iridologie qui t'a fait classer les gens à cancer, tu vois. Et du coup, là, t'as une évolution naturelle qui fait que les gens guérissent, parce qu'en fait, ils étaient déjà pas bien classés au début. On guérit pas par l'effet placebo. Par contre, il y a un effet à long terme, qui peut être même un effet de survie, du fait que si tu souffres moins de ce que tu vis, mettons dans un cas de cancer, si ton cerveau est suffisamment stimulé pour sécréter plein de trucs sympas qui vont faire que tu souffres un peu moins au moment où tu manges, par exemple, et ben tu mangeras un peu plus. Et puis tu refuseras peut-être moins la balade que te propose ta Ginette qui passe par là. Et puis d'un seul coup, comme tu marches un peu plus, ça te crée des besoins qui vont réouvrir ton appétit. Et en fait, à long terme, ben, ça peut avoir un effet de survie. L'effet placebo, c'est pas un rayon qui vient et te défonce ta tumeur, ou il va pas te soigner ton angine. Tu vois. On guérit pas par effet placebo. Ça, c'est souvent le mythe. Et les effets, ils sont pas très grands, mais ils sont quand même suffisamment importants pour que les gens aillent les chercher, même dans des endroits où il y a rien, tu vois. C'est ça qui est fascinant. L'effet placebo ne guérit pas en tant que tel. Il permet principalement une diminution des symptômes et donc une amélioration de la qualité de vie. Et que dire de la volonté de guérir là-dedans? C'est difficile de répondre à cette question sans mettre des gens en danger. J'ai fait partie des gens qui, il y a 20 ans, racontaient ça. Ouais, quand on veut, on peut s'en sortir. Il y a beaucoup de thérapies qui disent qu'en fait, il suffit de le vouloir pour guérir. Que c'est toi qui te rompt. Et si vraiment tu le veux, tu envoies un fluide curatif qui va aller te carboniser ta tumeur. En fait, c'est juste odieux comme phrase de s'imaginer que sur la simple volonté, on peut s'en sortir. Parce que tous les gens qui s'en sortent pas, ils l'ont en tête. C'est laisser sous-entendre qu'ils voulaient pas, donc c'est plus compliqué que ça. Je pense à ma mère qui est décédée d'un cancer il y a très peu de temps, là. Et quand elle entendait oui, mais il faut vouloir, quand on veut, on peut s'en sortir. Alors quoi, je veux pas assez, moi? Tu crois quoi? Enfin, qui veut pas? Des gens qui veulent pas, il y en a pas des tonnes. C'est exactement la même erreur que quand on va voir quelqu'un qui est dépressif et qu'on lui dit mais secoue-toi. Mais si c'était que ça, ça fait longtemps qu'il serait secoué, le bonhomme ou la bonne femme. Et donc c'est juste doublement cruel. L'idée de dire aux gens que la volonté compte fait que ceux qui arrivent pas à guérir, t'as l'impression que c'est un manque de volonté, que c'est une lacune. Et c'est super dur à vivre. Alors qu'en fait, statistiquement, des fois, t'as pas de peau, t'es dans la
que de la courbe, quoi. Et c'est comme ça. En outre, il y a plein d'études qui s'accumulent maintenant qui montrent que le stress ou la volonté propre, si tant est qu'on arrive bien à la mesurer, n'ont pas un impact significatif sur les taux de guérison des gens. En fait, c'est comme si le cancer, il s'en foutait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la volonté ou l'attitude positive, c'est des éléments qui potentialisent l'effet placebo. Donc tu guériras pas plus en voulant qu'en voulant pas. Par contre, tes symptômes pourront être atténués. Ce que je sais, c'est que c'est souvent de manière indirecte que ça a des effets, le stress. Donc tu as des maladies qui sont très dépendantes au stress. Tu penses à certaines formes de psoriasis ou à une que j'ai, moi par exemple l'urticaire chronique spontanée, et c'est assez stressodépendant. Ouais. Tu as des formes de stress aussi qui sont, tu te dis il faut que je bosse, et tu te serres le cou un peu trop et t'as mal au cou après. Hein, des trucs de posture. Ça, ils vont t'en parler, les kinés. Donc c'est souvent multiparamétré de dire stress crée ça. C'est compliqué parce que stress crée ceci, crée cela. Tu vois, la chaîne, elle est longue, quoi. Mais toutes les pathologies sont pas stressodépendantes. Les thérapies graves, ta volonté a très peu de prise dessus. Quand je dis très peu, c'est pour être prudent parce que tout ce que j'ai lu montre qu'il y en a pas. Et la sensation que les gens peuvent faire quelque chose aide quand même pas mal. Parce que du coup, ça les aide aussi à être observants pour leur traitement, à mieux le supporter. Alors, à la fois, on pourrait voir le côté positif, c'est qu'on a une accroche dessus. Le côté négatif, c'est que t'as l'impression que une espèce de lutte entre toi et le destin, tu vois, un truc bizarre, quoi. Et après, moi, je regrette un peu dans le cas des pathologies lourdes. Effectivement, c'est mieux d'avoir une pensée positive que d'être dépressif. Laisser penser qu'il suffit de le vouloir pour guérir d'un cancer, c'est compliqué, quoi. Donc arrêtez de faire chier les gens qui n'arrivent pas à guérir en leur disant mais il faudrait que tu veuilles plus. En considérant tous les aspects et mécanismes de l'effet placebo, on peut vouloir le maximiser pour le bien du patient. Mais des questions éthiques sont inévitables. Que penser du mensonge ? Est-ce qu'il est acceptable de mentir à un patient si c'est pour son bien-être ? Et la confiance dans tout ça. Est-ce que toi t'aurais envie qu'on te leurre pour ton propre bien ? Si tu trouves ta réponse, la sienne et la mienne, c'est pas la même. Des fois, rien que le fait de voir un professionnel de santé qui a l'air sûr de lui, ça nous fait un effet placebo. Alors, est-ce qu'il faut encourager ça, tu vois ? Est-ce qu'il faut encourager l'autorité ? C'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure. S'accommoder au public qu'on a. Est-ce qu'il faut mettre des toges à tout le monde ? Mettre des signes cabalistiques partout ? Et c'est l'éloge de la tromperie. Alors, tout le débat, c'est est-ce qu'il faut accepter de mentir aux gens pour leur propre bien ? Ou est-ce qu'il faut leur donner les mécanismes à l'œuvre, quitte à les perdre ? En tout cas, c'est pas aussi simple que de dire, après tout, laissons le recours, parce que y a des vrais enjeux éthiques derrière tout ça. As I'm giving an effective treatment in addition to the placebo effect, convey a specific effect. In other words, just giving the placebo effect is cheating the patient. But depending on the situation, of course, it can be very difficult to give such advice for somebody who's desperate. Moi, j'ai une vision assez conséquentialiste, c'est-à-dire je pèse le pour et le contre, et je peux élargir la question, est-ce que c'est utile, par exemple, d'éduquer les patients à la pensée critique ? En fait, c'est un ratio de ce que ça coûte et de ce que ça rapporte. Alors, c'est pas très beau de le dire comme ça, mais il y a des formations là qui fleurissent un peu partout sur potentialiser votre placebo. On va t'expliquer comment faire pour que tout le contexte améliore finalement ton efficacité. Sauf que ça pose plein de questions éthiques qui sont jamais traitées. Pour le coup, on bosse là-dessus en ce moment sur l'éthique du placebo. Comment se réapproprier ces effets contextuels au maximum sans duper les gens, en leur donnant une information, en les cultivant. Je disais tout à l'heure en les cultivant parce que, mettons, tu vois que ça lui fait du bien si tu parles du chi et de l'énergie. Bon, tu laisses ça dans ton discours comme thérapeute. Puis si tu la laisses partir comme ça après, bah, se dit c'est le chi qui m'a guéri. Ce fait que la fois d'après, et moi je connais des cas, mais j'ai vécu des cas même dans ma famille, où t'as des gens qui, parce qu'ils ont eu un soin plus un truc complémentaire, ils étaient malades du cancer, un soin complémentaire en plus, allant mieux un moment après, ils se sont dit, c'est le soin complémentaire qui m'a fait du bien. Et quand il y a eu rechute, ils ont refusé de retourner à l'hôpital, ils ont pris que le soin complémentaire. Et tu vois, cette perte de chance, à la fin ils étaient morts. C'est la faute à qui ? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas assez formée sur cette question ? Est-ce que la détresse est trop grande et qu'il faudrait d'autres personnes intermédiaires pour parler ? Est-ce que c'est la faute de la personne complémentaire ? Je suis même pas sûr, parce que dans le cas auquel je pense, le thérapeute complémentaire, il disait pas d'abandonner l'hôpital. Hein. C'est vraiment elle qui a fait ce choix. Et donc, ce qui fait que entretenir des trucs placebo comme ça, si tu laisses les gens repartir avec ça, sans leur dire que c'est un truc placebo,
ils peuvent devenir dépendants. Ce que je défends, c'est vraiment le fait que les gens fassent des choix en connaissance de cause. En fait, j'ai l'impression qu'on vole tout le temps le choix aux malades dans ces histoires, ce qu'on appelle l'empowerment, tu vois, oui. Leur capacité vraiment à agir, tu vois, et à pas à subir. Et puis il y a des patients qui viennent pas pour ça. Après, je vais faire des grandes catégories, mais moi j'ai eu pas mal de patients plutôt âgés. Ils venaient pas faire une décision médicale partagée, eux. Hein. Ils venaient poser leurs problèmes et tu dois répondre à leurs problèmes. Par contre, avec des gens qui ont plus envie tu vois, de prendre part à la décision, bah là, ça me pose plus de soucis, moi, de mentir. Parce que le mensonge, derrière, va affaiblir la confiance que les gens auront dans le corps médical dans son ensemble. Et ce qui est bien et pas bien dans le placebo, c'est que souvent, ce que tu gagnes d'un côté, tu le perds de l'autre. C'est-à-dire que révéler à quelqu'un que tu vas lui administrer un placebo, tu perds un petit peu parce que tu lui as révélé. Mais tu gagnes en confiance. Parce que du coup, il se dit, au moins, il me dit tout, tu vois. Mais du coup, est-ce que moi, par exemple, en cours, je dois leur dire que ça sert à rien, tu vois, les techniques? Ça, c'est pas sûr. Il faut s'adapter. Donc moi, je compense en leur disant, ce que vous allez faire, ce sera peut-être placebo, mais c'est pas grave, parce que le placebo, ça marche vachement bien. Donc j'ai pas de réponse toute faite à cette question, en fait. Je pense qu'on pourrait mentir au patient, si tant est que le patient est d'accord pour qu'on lui mente et qu'on l'ait prévenu. Mais après, il faudrait pas le laisser longtemps dans cette menterie. Jacouille à fripouille, le laisser longtemps dans cette menterie ferait qu'après il risque de prendre cette menterie pour la réalité. Alors en 2010, il y a Kapchuk qui a fait la première étude sur le Open Label Placebo. A priori, ça diminue la réponse quand on lui a dit qu'on lui administrait un placebo. Et nous, on est en train de faire une étude actuellement où on essaye de voir si on peut pas récupérer ce qu'on a perdu en lui expliquant ce qui va se passer dans son cerveau quand on va lui donner. Et on appelle ça un placebo éduqué. Et si on arrive à récupérer, mais du coup ça permettra de résoudre le problème éthique et de donner un placebo en expliquant comment ça marche et en gardant l'efficacité. Et est-ce qu'il y a des premiers résultats par rapport à cette méthode? Eh ben non, parce qu'on est dans un essai clinique où on s'est interdit de regarder les résultats. D'accord. Donc tant qu'on n'a pas inclus tous les sujets, eh ben on saura pas. Le problème après, c'est les effets nocebo. Les effets nocebo, c'est que pareil, on est sensible aux stimulations positives, mais aussi aux négatives. Tout ce qu'on a dit sur le placebo est vrai, mais avec une aggravation des symptômes ou l'apparition de nouveaux symptômes désagréables. On en a souvent aussi avec des effets d'attente. Je sais pas, tu manges un yaourt, quand tu t'aperçois qu'il est périmé, t'as mal au ventre, tu vois. Et du coup, par exemple, on peut affaiblir l'efficacité d'un traitement efficace à cause du nocebo. Je l'avais lu dans le British Medical Journal, je crois, en 1983. À mon avis, il y a des études plus récentes, hein. Mais à l'époque, ils estimaient à peu près à 30% le nombre de gens qui commencent à perdre leurs cheveux, non pas à cause de la chimio, mais à cause du fait qu'ils savent qu'ils vont perdre leurs cheveux. Tu vois, une alopécie de stress, quoi. Tu perds tes cheveux. Donc comment tu minimises ça? Quand les gens lisent les notices d'un médoc et qu'ils lisent les effets secondaires, il y a de fortes chances qu'ils les développent, pas à cause du médoc, mais à cause du fait qu'ils l'aient lu. Mais le problème, c'est que si tu sais que les gens sont sensibles à ces stimulations-là, qu'est-ce que tu fais? Tu les empêches de lire la notice? Dans ce cas, tu les prives de l'info. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est hyper compliqué. En ce moment, il y a un Italien qui propose ça, l'idée qu'un patient ou une patiente qui se sait sensible à ces questions, elle puisse se choisir une personne de confiance à qui, toi, thérapeute, tu vas aller dire les effets secondaires, et c'est elle, qui est ma personne de confiance, qui décide si ça vaut le coup de me le dire ou pas. Ça fait que c'est pas le médecin qui a le choix, c'est toujours moi qui garde un peu le levier de contrôle. C'est pas déconnant, sauf qu'il faut que tout le monde ait une personne de confiance. T'as plein de gens esselés qui n'ont pas de personne de confiance. Donc tout ça, c'est un champ à explorer encore. À mon avis, ça va être le siècle du placebo. Bon, le mot est pas très heureux, il faut qu'on trouve autre chose, hein. Mais les effets contextuels, comment les mobiliser, ça va être ça l'enjeu, je pense. Est-ce que ça serait possible d'utiliser et de maximiser ces effets contextuels et placebo dans la médecine? I think good doctors have always maximized the placebo effect. Maximizing the placebo effect doesn't involve lying. If I give an effective treatment with compassion, empathy, and enough dedication and time, you maximize their expectation, then I generate a placebo effect, no doubt. This is not lying. Par contre, il faut se méfier, c'est qu'en fait, ils sont pas standardisés, c'est comme un traitement. C'est parce qu'il est montré comme ayant une efficacité qui va être utile sur vous. Il y en a chez qui l'attitude très empathique va fonctionner, et d'autres pour qui, au contraire, il faudrait plutôt une attitude autoritaire. Donc en fait, là encore, il n'y a pas de grandes règles. Depuis les années 50, on essaye de définir en fait comment on peut catégoriser les gens en placebo sensibles et placebo résistants. En fait, ça marche pas très bien.
parce que c'est très dépendant du contexte. Et qu'une personne peut être dans une catégorie et à un autre moment dans une autre. Après, il faut quand même rassurer les soignants, c'est qu'on a les patients qu'on mérite. Et généralement, le patient s'adapte en fait au profil. Alors après, il y a d'autres critères. Hein. Il y en a qui vont à côté de chez eux, si tu veux. Bon, c'est réglé, tu vois, c'est un critère de proximité. Quand tu arrives dans des pathologies longues et lourdes, les gens changent beaucoup, de professionnels. En fait, ils le choisissent intuitivement en fonction de paramètres qui font que ces effets contextuels sont potentialisés. Et puis, il y a un truc sur lequel on peut pas lutter, c'est l'irrationnel. C'est le côté un peu magique. Je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui proposait danse comme activité pour les patients qui ont le cancer. 0 inscrit. L'année d'après, ils ont appelé ça danse biodynamique. Ils ont eu trop de monde, tu vois, ils ont dû trier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait une résonance particulière, tu vois, au terme biodynamique. Et en fait, dans la médecine, on a un peu appauvri, tu vois, notre vocabulaire au profit de termes techniques que personne comprend. Et là, sur le coup, on peut travailler un peu, parce que du coup, nous, on a abandonné les symboles, je trouve. Et ça, c'est vraiment dommage. Moi, je pense qu'on aurait intérêt à reconquérir ce champ. On est en train de chercher un terme là-dessus avec mon pote Pinceau, là, à se dire comment on pourrait appeler cette médecine. Holistique, c'est déjà trusté par tout un discours de scénarisation moisi. Mais est-ce qu'on pourrait pas parler d'une médecine optimisée, une médecine, je sais pas, réenchantée ? La médecine neuro-enchantée, tu vois, pour parler du placebo. En fait, ça attirerait des gens, parce que neuro-enchanté, ça claque, tu vois. Tu gardes le noyau dur, tu vois, qui fonctionne, et tu rajoutes le truc qui va faire du bien. Alors c'est moche sur le plan éthique, parce qu'en fait c'est presque un effet paillasson à l'envers, tu vois. C'est du marketing. Et le top pour moi serait de faire en sorte que les gens ensuite deviennent autosuffisants sur ces effets contextuels, puissent les créer eux-mêmes, puissent les générer eux-mêmes et pas être obligés de passer par plein d'artifices. C'est ce qui était dit à un moment donné dans une vidéo, et si c'est placebo c'est déjà ça, bah c'est vrai. Mais du coup, vous filez pas de l'argent à une industrie, quoi. Faites-le vous, le placebo. On peut s'inventer des effets placebo. On peut se créer des objets placebo. Moi, j'ai une tisane placebo. Quand t'as une maladie, ou quoi que t'aies, je le dis, je vais révéler ma potion. Si je révèle ma potion, il y a des chances qu'elle marche plus. Mais un jour, j'étais dans un marécage dans la Beauce et il y avait une vieille femme qui était en train de mourir. Et tu vois, je la tenais comme ça. Et elle me dit, je suis une vieille sorcière. Toi qui as le cœur pur, Richard, je te donne la recette de cette tisane qui soigne tout. Et alors, elle m'a donné la recette de la tisane. C'était une très vieille femme, une longue tradition ancestrale. En plus, elle était un petit peu venue d'Orient, cette dame. et elle m'a donné sa recette. Et maintenant, quand les gens viennent, je mets je mets plein de plantes. Et je leur dis pas lesquels. Hein. Je rajoute plein de rhum. Puis je le sers après avec un côté un peu cérémoniel. Ça marche très bien. Bon, là, l'effet de l'alcool joue beaucoup, mais les plantes, en fait, je mets n'importe quoi. Je prends tout ce que j'ai. Du laurier. Je mélange tout. Moi, j'en fais plein tout le temps. J'adore ça, moi, faire des placebos. Richard aussi nous a dit qu'il faisait cette petite tisane. Bah ouais, c'est ça, ouais. Avec du rhum dedans, ça marche hyper bien. Il y a beaucoup de rhum. Ouais. Prenez n'importe quelle tisane, mettez n'importe quoi dedans, mettez un substrat d'alcool bien fort dedans, faites-le boire aux gens, et ayez tout l'aplomb possible et imaginable. Mais si vous pouvez prendre une vieille sorcière du bocage qui vous a transmis ça fait son petit effet. Mais moi, ça marche pas très bien parce que tout le groupe social qui m'entoure, la plupart des gens, ils savent sur quoi je bosse et quand je fais la tisane, ils me disent, ouais, bah, vas-y, rajoute un peu de rhum encore. Ils me croient pas trop. Mais non, je vous la donne, cette recette. Parce que vous avez le cœur pur, je le sais. Je me rappelle, avec les étudiants de pharmacie, on avait bossé sur les tisanes qui font dormir. Est-ce qu'il y a réellement une plante qui, quand tu la mets sous forme de tisane, en décoction, est-ce que tu obtiens un résultat en termes d'endormissement? Et de toutes les plantes que tu connais, tilleul, romarin, machin, il y en a plein, il y en a qu'une seule qui a un effet réel, léger. De mémoire, c'est la valériane. C'est la seule. Les autres n'en ont pas. En fait, ce qui fait dormir les gens, c'est surtout la flotte chaude. Et alors, les gens sont souvent déçus quand je leur dis ça. Mais en fait, si tu y penses, tu te dis, mais c'est cool. En fait, le jour où j'ai pas de tilleul, je suis en rade de valériane, en fait, je me fais un bol d'eau chaude. Et tu vois, c'est libérateur. T'as plus besoin de passer par cette tisane. Mais tu peux te réapproprier ça. Mais on le fait tous un peu. En fait, je pense que le truc sur lequel il y a le plus de placebo homemade, c'est le rhume. On a tous l'idée d'un grog, une tisane de je sais pas quoi, une décoction. Il y a ça, il y a la gueule de bois. Ouais. Alors, quand vous discutez avec les collègues, ils ont tous une solution magique. Voilà.
Il y en a, c'est reboire un truc pur. Voilà. Ce qui est souvent extrêmement placebo, parce qu'en fait, il n'y a aucune raison physiologique que ça améliore la situation. Maintenant, comment on peut interpréter les résultats des études qu'on a vues précédemment concernant l'acupuncture ? On ne peut donc pas considérer ces thérapies comme ayant une efficacité propre pour ces affections. Ça signifie que ce qui améliore l'état du patient, c'est le contexte, avec tous les éléments non spécifiques à la thérapie et non la thérapie en tant que telle. Ici, ce qui est important, c'est pas l'endroit où une aiguille est plantée, ni le fait qu'elle soit plantée, mais tout le reste. Et il faut préciser que ces études et méta-analyses mettent en avant des thérapies qui ne semblent pas efficaces pour ces pathologies spécifiques. Mais attention, elles ne démontrent pas l'inefficacité de l'acupuncture ou de la phytothérapie en général. Pour les évaluer, des études sont nécessaires sur chaque pathologie au cas par cas. De la même manière, on ne peut pas considérer l'acupuncture ou la phytothérapie efficace dans sa globalité parce qu'une intervention ou une plante est efficace pour une affection. I understand by effective that something is effective beyond the placebo effect. If I say this to a homeopath, for instance, she would say her patients get better, and even if they get better via placebo effect, they still get better. So what she does is okay. To me, this is not a very convincing argument. If I have an effective treatment and I prescribe it or administer it with understanding, empathy, and good doctoring, I convey a placebo effect also. To turn it around, if I only give a placebo, I'm cheating the patient. Il y a des données qui montrent une efficacité clinique de l'acupuncture. Et du coup, là, il faut savoir si c'est l'acupuncture ou si c'est un autre paramètre que l'acupuncture qui explique l'efficacité. We often have that in research. We have a period of enthusiasm where the clinical trials are done in such a way that they are more likely to come out positive. And then there's a second phase of more critical analysis, more rigorous clinical trials, and then the evidence disappears. So it's not an unusual phenomenon. And if acupuncture for back pain, the evidence has almost disappeared. And whether or not acupuncture works, I have very little evidence to believe that it does work. But if it works, it certainly doesn't work via Qi. C'est un petit peu difficile de trancher la question, parce que en fait, quand vous piquez avec une aiguille, vous créez une soupe inflammatoire au niveau de l'aiguille. En fait, ça a des raisons physiologiques d'améliorer. Et du coup, que vous piquiez sur un méridien ou pas sur un méridien, en fait, change pas grand-chose. Donc en fait, la question, c'est est-ce qu'on intègre la notion de méridien dans l'acupuncture ou pas? On a la même chose dans plein de domaines, le tai chi par exemple. On a des preuves scientifiques très solides que l'activité physique améliore plein de pathologies. Quand je fais du tai chi, est-ce que c'est la partie activité physique qui est améliorée ou la partie recours à un processus spirituel? Donc en fait, c'est compliqué parce que là, on est sur ce qu'on appelle des thérapies globales où du coup, il y a à la fois des choses un peu spirituelles ou philosophiques et puis des choses qui sont physiques et qui du coup trouvent une explication. On a interrogé nos chercheurs sur la validité des arguments de certains thérapeutes alternatifs, sur la manière dont on peut évaluer ces thérapies à travers les essais cliniques. On a vu les effets contextuels et placebo, et toutes les questions qui en découlent. Mais il y a une chose qu'on n'a pas encore faite, c'est les définir. Alors quelles caractéristiques partagent les très nombreuses pratiques que l'on regroupe derrière ce terme de thérapie alternative? On peut même se demander si les extracteurs de Perkins étaient une forme de thérapie alternative. Eh ben, c'est encore une catégorisation, hein. Elle est un peu arbitraire et on peut y mettre plein de caractéristiques. Alternative medicine is an umbrella term for a huge amount of modalities. And I use the word modalities because it's not just treatment, it's also diagnostic techniques. If you think of iridology, applied kinesiology, if you ask what do they have in common, you're tempted to say nothing. Because herbal medicine has nothing in common with massage therapy has nothing in common with homeopathy, etc., etc. They claim to be holistic, they claim to be traditional, with hundreds of years of tradition. They claim to be safe. Alors le point commun majeur de ce qu'on appelle les médecines alternatives ou médecines complémentaires, c'est le fait qu'elles sont scientifiquement controversées ou remises en question, réfutées même. Dans la littérature internationale, c'est des techniques ou procédés thérapeutiques qui n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Il n'a pas été montré une efficacité avérée
par rapport à un effet placebo. L'autre point commun à ces thérapies alternatives, c'est que a priori il n'y a pas de mécanisme qui pourrait expliquer leur efficacité. Si on prend ce mode de classement-là, souvent il y a la référence à une entité immatérielle. Généralement, on dit que les thérapies alternatives mobilisent une notion, une entité, un fluide, une énergie, un support, pour laquelle la science n'a aucune preuve pour l'instant, mais qu'elle postule comme existant et qui expliquerait le résultat. Un des signes aussi qui est souvent fréquent, c'est que cette force-là, elle est plus ou moins naturelle, et là, pour faire appel au naturalisme, c'est souvent arc-bouté sur une technique qu'on dit ancestrale, ce qui donne encore un peu de crédit. They claim to cure lots of things, if not everything. Ce fluide-là, ce magnétisme-là, cette technique-là, elle est censée guérir à peu près tout. C'est pas spécifique. Les kinésiologues vont vous dire qu'ils trouvent tout, qu'ils trouvent les problèmes profonds, les allergies, les stress importants. Quand vous avez une thérapie qui prétend guérir tout, le niveau de méfiance est censé augmenter sur le curseur. Je bosse souvent avec des thérapeutes de ce genre-là, j'assiste à pas mal de séances, et quand ça ne marche pas, c'est jamais la faute de la technique. C'est toujours toi qui as mal dosé, ou qui a pas fait le bon mélange, ou qui a pas trouvé la bonne tisane, ou qui a pas associé la bonne fleur de bac avec telle bonne fleur de bac. C'est toujours toi qui as mal agi, mais la théorie en elle-même, elle est incontradictible. Elle est gravée dans le marbre, elle peut pas être fausse. One thing they're characterized by is that they're outside mainstream medicine. Otherwise, they wouldn't be called alternative medicine. Et le fait que ces thérapies se scénarisent comme étant des contestations à un monde technopolitique. Tous les scandales sanitaires, le Vioxx, le Mediator, les prothèses PIP, les gens se disent c'est ça la science, c'est ça votre monde médical. Ben moi j'en veux pas. Et donc en alternative à ça, je vais me tourner vers autre chose. Et ce dont ils se rendent pas compte, c'est que généralement ces alternatives là, elles sont aussi le fruit d'industrie, tout aussi capitalistes. Ah, c'est ça qui est génial. C'est que prenez une usine comme Boiron, c'est vraiment une mécanique capitaliste, exactement comme Pfizer, toute proportion gardée. C'est la même chose, c'est la même logique, c'est la rentabilité, c'est la même logique. Et le terme même de thérapie alternative, est-ce qu'il est pertinent? Ou il vaut mieux parler de médecine ou de pratiques parallèles, douces, non conventionnelles, non officielles, holistiques, naturelles? C'est marrant parce que c'est toujours comme si on voulait toujours fonctionner de manière binaire. La médecine dite officielle. Genre, il y a une office qui dit que ça, c'est bon ou pas. En vrai, c'est pas le bon mot. C'est pas la médecine officielle. C'est la médecine basée sur des preuves. Tu vois. Le BP, on dit des fois. Evidence-based practice. Tu vois. Ça, c'est la médecine dite scientifique. C'est le vrai terme qu'on devrait employer. On peut discuter chacun des termes. Il y en a qui vont appeler ça médecine, mais il y a des choses qui sont pas de l'ordre de la médecine. Mais c'est ambigu d'utiliser le terme, parce que docteur en médecine, la médecine, c'est vraiment maintenant, t'as un titre au bout, on peut pas le brader. Donc je serais plutôt pour qu'on n'utilise pas médecine. Donc il y en a qui vont appeler ça thérapie, d'autres pratiques thérapeutiques. Des thérapies qu'on va chercher en complément d'un soin qu'on estime être insuffisant. Donc complémentaire te donne l'impression qu'il manquait quelque chose là, alors qu'on aurait pu l'incorporer dedans si on en avait les moyens. Donc j'aime pas trop le mot complémentaire. Alternative, ça fait croire que on a le choix. Je pense cette alternative ou l'autre. Mais c'est rien de comparable. C'est comme si on te propose une voiture qui marche ou un taco qui marche pas. Puis on te dit, tu prends lequel? C'est pas une alternative, tu vois. Ouais, mais elle est vachement belle cette bagnole. Tu devrais la prendre. Ouais, mais y a pas de moteur dedans. Ouais, mais c'est pas grave parce que je l'aime bien quand même. Je la kiffe. Et parallèle, c'est qu'elles se rejoignent pas. Alors que c'est pas vrai. Tu as vu, justement, elles viennent du côté du placebo. Et de rares fois, il y a quelques trucs efficaces dedans. Des fois, je dis dite alternative pour essayer de faire sentir le fait que ça se prétend comme tel, mais qu'il faut se méfier. Pratique à visée thérapeutique, dite alternative et autoproclamée. Mais elles sont pas toutes autoproclamées. Des fois, t'as l'impression que l'idée que c'est la nature qui te met à disposition des plantes, il y a finalement pas un seul fondateur de ça. Alors qu'autoproclamé, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui il a vécu une épiphanie, d'un seul coup il a révélé le truc. Ouais, à visée thérapeutique, c'est mieux. À visée thérapeutique ou de bien-être ou de développement personnel même, dite alternative. C'est le machin. À la fin, il te faut une phrase, un acronyme, quoi. Have problems using any sort of umbrella term. Recently I have started calling it so-called alternative medicine for that reason, and it also lends itself to a very nice acronym, namely SCAM. It doesn't work in French, doesn't work in German, unfortunately. Donc en fait, tout ça, c'est des registres lexicaux qui ont des avantages et des inconvénients. Et du coup, il n'y en a pas de bonne. Donc on prend celle sur laquelle on s'est mis d'accord sur le plan international. Et c'est
Médecine alternative et complémentaire. D'accord. Le terme international pour désigner cette catégorie. Le seul truc qu'on peut faire, c'est quand on discute de ça, prendre le préalable de se mettre d'accord avec les gens sur ce que ça va regrouper. Ah ouais. Parce que sinon, en fait, on discute de choses différentes. Malgré le manque de preuves d'efficacité et d'innocuité, beaucoup de personnes ont recours à ces thérapies alternatives. On va se demander quels éléments permettent de comprendre et d'expliquer le succès de ces thérapies. Dans le prochain épisode.